Auto. Moto. Attachez vos ceintures, c'est Starter sur Indestar. Sur Indestar. Welcome dans Starter sur Indestar. Bien le bonsoir les amis, bonsoir Virginie. Alors par contre devant le micro Virginie, il y a un micro. Oui, c'est le concept de la radio. Ah oui, non mais je comprends bien, l'adrénaline du direct, on en parlait hors antenne, c'est la toute première aujourd'hui, la toute première d'une deuxième saison de Starter, mais la toute première quand même, surtout pour toi Virginie. Et puis Jolan, alors toi tu en as moi fait c'est de la pas radio. la première donc j'ai l'habitude. Ouais, y a mais ça fait toujours quand un même petit pic 3 de... mois que t'as pas fait de radio, il s'en est passé des choses cet été. Ouais, je préfère pas trop en parler, mais oui, il s'en est passé des choses, effectivement. Ah bah des choses diverses et variées, Ouais. mais t'aimes bien l'hôpital, après c'est ton truc hein. Voilà. Bienvenue en tous les cas les amis et merci d'avoir choisi Indestar ce soir en ce lundi pour la toute première de Starter saison numéro 2. Alors on ne change pas une équipe qui gagne, une équipe si mais pas son contenu, puisque nous allons parler auto et nous allons parler moto encore cette année, moteur en règle générale, 2 roues, 4 roues, engins divers motorisés. D'ailleurs si vous allez checker un petit peu le site internet indestar.fr, vous pouvez retrouver des vidéos où on teste notamment des tracteurs tondeuses, on teste des voitures qui vont vite, des voitures qui vont moins vite. Et on aura l'occasion cette année encore, je l'espère, de faire beaucoup d'essais dans le même genre et même peut-être encore plus. Le prochain essai c'est un Scénic 170 chevaux. Tu m'en parles depuis 2 ans moi. Oui bah c'est vrai que ça fait quelques temps. Mais on va va le tester. Mais je savais pas qu'il y avait un Scénic de 170 chevaux. Moi non plus j'étais vachement surpris quand tu m'as dit le nombre de chevaux. Il faut qu'on essaye ça. Et puis si vous avez des voitures originales, que vous êtes en région Centre-Val de Loire et que vous voulez qu'on teste ensemble, il y a nos sous-sailles, vous allez sur indestar.fr ou en MP sur Facebook, vous nous envoyez un petit message et puis on se fera une joie d'aller tester votre voiture. Bon, si elle a un petit peu cabossé après, c'est pas grave, c'est l'équipe de Starter qui est passée par là. Et ça marche aussi pour les tracteurs tondeuses. Et ça marche aussi avec les tracteurs tondeuses. Alors Ça, peut-être qu'on va pas faire tous les modèles de tracteurs tondeuses non plus. Ça va être un peu chiant, mais pourquoi pas. S'il y a un tracteur tout court par exemple, on est preneur. Au programme de cette soirée, on a plein de choses à vous dire, mais j'aimerais qu'on commence par se présenter et se présenter avec ce qui nous ressemble, c'est-à-dire nos voitures. Virginie, en quoi tu roules ? Alors moi je roule en Golf. En Golf, ouais. Depuis moins d'un an. Alors Golf, quelle génération ? Alors c'est une année modèle 2014. Donc c'est la Golf 6 ? La 7. 7, oui, 7, l'avant-dernière génération. C'est ça. Considérée comme beaucoup comme l'une des meilleures. Bon, il y a eu les premières forcément qui ont marqué, etc. Mais depuis l'arrivée de la nouvelle, il y a beaucoup de réfractaires à cette nouvelle génération, notamment tout ce qui concerne les écrans tactiles à bord qui sont pas forcément au point. La qualité perçue a pris un coup, alors que la tienne elle est au top. Ah, au merci. top de la Golf. Bah elle est comme sa maîtresse. Oui. Alors on vérifiera ça tout au long de la saison, on aura l'occasion. Quelle motorisation, quelle finition ? Alors moi c'est une 150 chevaux, c'est une Blue Motion Technology. Tu mets le truc blue là, Ouais. l'additionnel, produit ça. additionnel, ouais. C'est ça. Que dire, c'est une Comfortline, une milieu de gamme de chez Ouais. Volkswagen, parce que tu sais qu'il y en a 3. Il y a la Trendline, la Comfortline et la Cara. Ah oui, la Cara c'est vraiment... C'est le top du top. Donc moi ouais. j'ai pris celle du milieu. Mhm. Voilà, et je suis plus que ravie de cette acquisition. Écoute, elle est vraiment au top. Elle roule très bien. Elle envoie. C'est mieux pour une voiture. Elle Ah, envoie pour très 150 bien. chevaux. 150 chevaux, si tu veux, je suis passée d'une 80 chevaux à 150 chevaux. Ah donc ouais, c'est ça pas te la change. même, quoi. C'était quoi que t'avais en 80 chevaux ? Une Peugeot. Peugeot 308. Ah oui, C'est pas plus 308, gros, d'accord, ouais, donc c'est à peu près le même poids et là t'as quasiment doublé la cavalerie. Exactement. C'est plus lourd Golf non que Peugeot. Oh non, c'est à peu près équivalent, une C'est 308 équivalent, ou une Golf, c'est à peu près les mêmes poids. C'est les hein. mêmes gabarits. Ouais. Ouais. Par contre 80 chevaux sur une 308 ça fait juste, clairement. Ouais. Jolan, tu roules en quoi ? Moi j'ai... T'as changé de voiture oui, pour les vacances ? depuis maintenant 3 jours j'ai une nouvelle voiture, j'ai une Mégane 3 coupée de 150 n'importe quoi, de 130 chevaux. C'est une privilège. 230 chevaux ? Non, 130 Ah, chevaux 130 pardon. chevaux, oui. C'est une privilège, elle est de chez Renault, donc elle a 148 000 km, elle a pas beaucoup roulé. Donc c'est pareil, en fait l'équivalent, privilège c'est le plutôt haut de gamme chez C'est Renault. ça, ouais, c'est l'entrée de haut de gamme chez Renault. Ouais, il y a souvent, il y a authentique. Il y a édition, je crois aussi. Non, pas édition. Non, c'est Citroën. C'est quoi la C'est deuxième Citroën édition, je crois. Enfin bon, j'en oubliais une, privilège, et puis tu as les initiales ou initiales Paris qui sont vraiment avec le cuir partout, etc. Et là, on est sur plutôt haut de gamme tout de même. Ouais, mais elle est bien parce qu'elle est full option, j'ai toit panoramique, j'ai écran plat à l'avant, Bluetooth, je peux répondre au téléphone qui te manip, la classe. Ouais, quoi.
d'ailleurs, quand on t'appelle au téléphone dans ta voiture, il te dit le conducteur de la voiture est actuellement en volant ou un truc du genre, tu vois. Et il t'a dit ça quand oui, tu m'as appelé? Ta Mégane me parle, oui, tout à fait. Ah d'accord, ok. Bon, bah, réponds à ma place. Une standardiste quoi. Ouais, c'est ça, c'est une standardiste. Va falloir penser à la payer. Et puis moi, je roule en 205 GT normalement, mais en ce moment, elle est au garage malheureusement. Donc, depuis combien de temps, dis-nous? Et ben depuis avant les vacances de mois d'août, donc ça fait 6 semaines à peu près que je n'ai pas conduit ma petite GT, elle me manque. Donc pour l'instant, je roule en Toyota pour le coup, Yaris. tu fais des économies d'essence pour le coup. Oui, bah oui, parce que ça consomme rien, une Yaris, et puis c'est plutôt solide. Mais cela dit, ça avance pas, 68 chevaux, c'est un peu juste pour moi. J'avoue. Donc j'ai hâte de récupérer ma GT, et je suis aussi sur l'acquisition, peut-être que j'aimerais bien avoir une Nissan Stanza, oui, qui est une voiture du début des années 80 qui était importée à très peu d'exemplaires en France. Il y en a eu 7-8 000. Sauf que mes parents en ont eu 2, donc on était certainement la seule famille en France à avoir 2 Nissan Stanza. C'est une voiture qui a marqué ton enfance. Et ça carrément, parce qu'on est parti en vacances avec, etc. Donc ouais, ça a carrément c'est marqué mon familial, enfance. tu me disais, non? C'est une compacte. Compacte. Ouais, c'est de la taille de la Mégane à peu près, ça va. en 5 portes avec un haillon à l'arrière. Si vous regardez les photos sur internet, c'est Nissan Datsun, hein, c'était le moment de transition entre Nissan et Datsun. C'est de quelle année ça? 85 elle est 85. celle-ci, c'est entre 82 je crois et 85, tu vois, les années d'importation en France de cette génération là. Après il y a eu la Bluebird, il y a eu la Sony aussi qui est arrivée en France, mais là la Stanza, oui, c'est un modèle qui m'a marqué et que j'aimerais avoir. J'ai vu une superbe annonce, je vous le dirai pas parce que sinon vous allez me Oui, il faut te la piquer. attention. Bon bref, je suis dessus. On va parler du contrôle technique des 2 roues. C'est le sondage du soir qu'on va vous poster dans quelques minutes sur la page Facebook, et vous aurez toute la semaine pour y répondre. On débriefera la semaine prochaine. Quel est ce sondage, Virginie? Alors on revient sur un sujet toujours d'actu que Manuel Valls, notre ex-premier ministre, avait lancé en 2015. Il s'agit de la mise en place du contrôle technique pour les 2 roues. Donc le contrôle technique devait être mis en place en octobre 2017 pour les motos et les scooters en vente sur le marché de l'occasion, afin de notamment contrôler la pollution et le freinage. Donc c'est quelque chose qui pour le moment est mis entre parenthèses, mais qui pourrait revenir En 2022. En 2022. C'est toujours dans les tuyaux. Donc vous votez pour ou contre le contrôle technique pour les motos. Vous avez toute la semaine pour y répondre, et puis on débriefera la semaine prochaine dans Starter. C'est nouveau, hein, c'est le sondage de la semaine de Starter. Ce qui ne change pas, c'est ce qui c'est ce qui n'arrive pas, parce qu'on aura l'anecdote tout à l'heure avec toi, Jolan. Un fait qui s'est passé cette semaine. Et puis par contre dans le dos, les petites sportives des années 80, 90, 2000, 2010, et dans le garage qu'on a agrandi cette année. On va vous parler un petit peu plus précisément de la voiture qu'on a choisie. Et là aujourd'hui en l'occurrence, ce sera le début de l'ère industrielle en Amérique, en tout cas avec la Ford T. Alors bienvenue dans Starter, émission à redécouvrir ou à réécouter le début si vous voulez à partir du site internet indestar.fr ou sur une vingtaine de plateformes en podcast quand vous le voulez. On parle donc moteur ce soir, et avec une nouvelle rubrique qui s'appelle on va dire l'anecdote de la semaine, où ça sera aussi peut-être des fois la technologie de la semaine. Ouais. Là il s'est passé un fait assez surprenant, Jolan. Surprenant, ça arrive assez régulièrement, mais malheureusement c'est triste. Ça s'est passé aux États-Unis, à San Francisco. Il y a eu un accident de moto qui a été filmé par un de ses collègues qui était habillé en t-shirt. Donc c'est un motard, hein, c'est un ça. Motard, ouais, c'est limite de faire de la moto en t-shirt. Tu tombes, c'est très plus mal. que limite, oui, parce que c'est même carrément dangereux. C'est du gros n'importe quoi. Voilà. En plus, ce qui se passe dans la vidéo, c'est qu'ils étaient en grande vitesse, tu vois, ils roulaient très très vite, ils étaient sur une grosse rocade. Et t'as un pick-up qui arrive par la gauche et qui fait une queue de poisson au motard. Du coup, le motard tombe. La moto est complètement détruite. Tu te dis, est-ce que le motard il s'en est sorti? Sur le moment, tu te dis non, ça y est, le motard il va pas se relever. Mais en fait, il se relève et il a vu juste les gants déchirés. En fait. Ah ouais. Voilà. Donc lui était bien protégé. Ses potes roulaient en t-shirt. En gros, la morale de l'histoire, c'est protégez-vous bien en moto et vous allez vous en sortir quoi. Et on peut s'en sortir. Mais lui il a pas été blessé. Hein. Ils étaient à plus de 130 sur la rocade. D'accord. Donc juste les gants de
Le titre de la vidéo pour Alors le titre de la vidéo, je l'ai pas avec moi, mais elle est disponible sur le site Turbo, mais je la mettrai aussi sur. Ouais, on la sur partagera Starter, sur la page de Starter que vous pouvez rejoindre. On Mais n'est pas nombreux d'ailleurs. On va grandir la communauté cette année. On doit être une quarantaine ou une cinquantaine sur la page. Mais la de vidéo Starter. reste assez choquante, hein. Ça prend trip. Hein. Ouais, un peu, ouais. Ouais. Les accidents de toute manière, ça reste impressionnant, je trouve. Ouais, mais c'est une bonne raison, enfin une bonne manière de prendre conscience qu'il faut se protéger quand on soit un 2 roues, 4 roues. Exactement. Sur la ceinture de sécurité, si vous êtes en 2 roues. On pourrait en faire un débat, mais par exemple, moi je suis beaucoup allé à Paris, et je vois des mecs en short, t-shirt, même en tongs sur leur scooter, ça me fait froid dans le dos. Et surtout qu'à Paris, circuler entre les voitures, parce que les motards ils font. Ils font de l'interfile, ça c'est toléré, mais oui, bon, c'est limite quoi. C'est toléré, mais c'est hyper dangereux pour eux. Ouais, il suffit qu'il y ait une voiture qui décale, et c'est fini. Donc pour le motard. faites attention à vous, c'est la morale de l'histoire. Starter jusqu'à 21h, saison 2, les enfants, bienvenue sur Indestar, www.indestar.fr, et puis toutes les applications pour écouter Indestar et les podcasts disponibles sur une vingtaine de plateformes. Il y a Jolan, bonsoir Jolan. Oui, je suis toujours Il là. y a Virginie, bonsoir Virginie. Salut. Et il y a vous, et bien heureux d'être avec vous et de partager cette soirée ensemble pour parler des petites sportives, ces voitures légères avec une facilité de conduite et un plaisir de conduire qu'on ne retrouvera plus jamais, très malheureusement. cher, en plus. Et pas forcément très cher. Alors c'est bon, Ça dépend lesquels. Après, il y en a qui sont beaucoup cotés quand même. et puis il y en a qui ont eu une tendance à la baisse pendant des années et puis qui aujourd'hui ont repris un envol stratosphérique. Je pense notamment à la 205 GTI dont on va reparler. Mais la toute première, celle qui a créé cette mode là des petites sportives, c'est la Golf GTI. La Golf, La dont Golf. tu possèdes. Alors c'est pas une version GTI et puis c'est pas la première version, Virginie. Mais à la fin des années 70, Volkswagen a l'idée de proposer une petite voiture où on met 110 chevaux dans le moteur pour moins de 800 kg. Donc ça veut dire que on avait une voiture qui était légère et plutôt puissante pour l'époque. On a changé le carburateur pour de l'injection, d'où le sigle GTI, Grand Tourisme Injection, pour booster un petit peu les capacités du moteur. Et on a donné une image un peu de voiture de jeunes pour que les jeunes puissent s'acheter ce genre de voiture. Ce qui était un petit peu dangereux, hein, ne nous le cacherons pas, parce que 110 chevaux quand tu sais pas maîtriser ta voiture, ça peut faire vite mal. Mais cela dit, on avait un châssis rigoureux, on avait des trains roulants revus, etc. Donc c'était une chouette voiture qui aujourd'hui vaut un peu de l'or parce que c'est l'une des toutes premières GTI et c'est elle qui a lancé la mode. Et puis de toute façon les Golf c'est cher. Toujours. L'une des meilleures réponses justement à la Golf, elle est française, attention cocorico, et j'en parlais, c'est la fameuse 205 GTI. Alors pour resituer un petit peu dans l'histoire, en 83 Peugeot lance la 205 qui est censée la sortir, la voiture de dernier recours, hein, il fallait que Parce la que 205 ils étaient fonctionne. dans la faillite, c'est ça. Ils étaient en pleine faillite, ils avaient Ouais. racheté Citroën, ils avaient racheté Chrysler, ils avaient racheté tout un tas de marques et il fallait absolument que cette voiture fonctionne. Elle a cartonné et elle a cartonné notamment grâce à son image sportive et grâce à la 205 GTI qui est d'abord sortie avec un moteur 1,6 litre de 110 chevaux et puis après ils se sont dit allez on va faire encore plus fort, on va sortir un 1,9 litre de 130 chevaux, donc même recette que la Golf, châssis de la 205 qui est super excellent, mais joueur, hein, faut faire attention avec une 205 GTI parce que l'arrière peut facilement aimer passer devant l'avant. Je C'est- confirme ça dans les ronds-points, effectivement. Dans les ronds-points, alors moi ça va être la GT hein, que j'ai, qui est, enfin c'est le même châssis mais c'est pas exactement les mêmes trains roulants qui ont été revus pour la GTI, mais elle est encore plus joueuse voilà, c'est une voiture qui a cartonné et qui est aujourd'hui une icône des GTI françaises des années 80. Ils ont sorti aussi la Rallye dans les 205, alors ça c'est la fin des années 80. La Rallye a fait que 103 chevaux et c'est pas une GTI, c'est un double carburateur, mais ça en fait une voiture qui est un tout petit peu moins performante, hein, forcément que la 130 chevaux, mais plus brutale, on va dire, bien dans l'esprit des petites sportives extrêmes, pleines de sensations. Et ça c'est pareil, vous voulez une Rallye aujourd'hui, une 205 Rallye, vous en sortez pour 20 000 euros à peu près, hein, pour Ah en oui. avoir une correcte. Oui, ça vaut son pesant de cacahuètes, comme on dit. Dans le groupe PSA, chez Citroën, ils se sont dit pourquoi nos copains de chez Peugeot ils feraient des voitures sportives et pas nous, donc ils se sont dit on va faire pareil et ils ont essayé de rajeuniser une voiture qui était franchement une voiture de papy et pas forcément très belle, c'est la Visa. La Visa ouais. Citroën, c'est vrai que de base, bon, Elle est voilà, horrible. on se dit c'est pas une voiture qui fait très envie. Ils ont sorti la version chrono, la version 1000 pistes et la version GTI. Et là, ils sous un concept un petit peu différent parce qu'en fait, finalement, la Golf ou la 205, ce sont des voitures qui sont
quand même relativement discrète dans le style. On met un gros moteur, mais c'est discret. Chez Citroën, ils se sont dit bon allez, faut qu'on change la visa, donc on met des élargisseurs d'ailes, on met des autocollants, des stickers de partout pour montrer que c'est sport, on met un petit aileron à l'arrière, faut que ça soit tape à l'œil, et c'est bien dans la veine de tout ce qu'on faisait dans les années 80. C'est ça. Donc ça a plutôt bien marché, voilà, et il y a plein de constructeurs qui ont suivi la même tendance, de se dire on fait des voitures. Allez, sport ou moins sport, mais on met des gros autocollants turbo, comme ça fait bien. Ils ont fait la même recette avec la X-Sport qui a suivi un petit peu moins tape à l'œil quand même. Elle était moins puissante aussi, elle faisait 95 chevaux. Alors aujourd'hui c'est dérisoire, 95 chevaux, seulement la X faisait que 750 kg. Donc c'est rien en fait, c'est un poids plume. Donc tu mets 95 chevaux à l'intérieur, ça la niaque. Et puis ça se ressent aussi à l'intérieur, tu l'entends bien parce que ça a zéro isolant. Donc t'as l'impression d'être à 200 alors que t'es à 90 quoi. Et c'est ça qui est cool avec ces petites voitures, c'est que t'as pas besoin d'être à des vitesses inimaginables pour se faire plaisir. Ça c'est bien. En face, la régie Renault. À l'époque, eux ils vont pas compter sur l'injection ni sur un gros moteur pour faire du sport, mais sur un élément qui est un peu magique au début des années 80, qu'on prend toute la conscience de la puissance, c'est le fameux turbo. Voilà, qu'on va écrire d'ailleurs en gros sur la carrosserie. Aujourd'hui, il y en a partout des turbos, sur beaucoup de voitures, mais ils sont relativement discrets. C'est-à-dire qu'ils sont là pour amener un petit peu de puissance quand il y en a besoin, mais ils se font relativement discrets. À l'époque, non. On voulait le fameux coup de pied au cul. Donc dans la 205 GT turbo, t'étais là, t'accélérais, ça accélérait normalement, et puis d'un seul coup, turbo, tu vois. Le truc qui t'envoyait vraiment valser dans ton siège, et ce qui permettait d'égaler les performances de la 205 GTI. Alors pas de la même façon, c'est-à-dire que ça commençait plus lentement, et puis d'un seul coup, tu sais, comme avec la Nitro, comme dans Fast and Furious, tac, oh la référence. t'avais l'R5 qui rattrapait la 205. En Italie, parmi les petites puces que j'aime bien, c'est l'Auto Bianchi à 112 qui fait seulement 70 chevaux dans sa version Abarth, mais qui est aussi super légère avec une conduite d'un kart, ce qui est un peu équivalent à la Mini Cooper. C'est mignon ça. Voilà, et c'est super mignon. N'embarquez pas 4 passagers plus des bagages parce que vous allez devoir mettre les passagers qui suivent en courant, mais c'est une voiture qui est plutôt sympa. Aujourd'hui en performance pure, on est d'accord qu'on fait mieux, mais encore une fois, on garde l'esprit du genre on se fait plaisir, c'est un petit engin de plaisir. Il y a l'esprit sportif. Il y a l'esprit sportif, voilà. Évidemment, on a eu un peu moins de réussite aussi parmi les concurrentes, une alchimie un peu moins bonne, notamment toujours dans le groupe Fiat. On a eu la Fiat Uno Turbo IE qui fait 105 chevaux. Elle est pas très belle en plus. C'est un cube des années 80 déjà. Pour rentrer du bois, quoi, c'était sympa. Ouais, pour rentrer du bois. Mais alors non, parce que quand t'as une Turbo i1 qui fait 105 chevaux, t'as envie de l'exploiter. Tu rentres le bois plus vite. Mais tu peux pas parce qu'elle a un châssis, des trains roulants qui font que si tu rentres le bois plus vite, tu te prends un arbre. Tu vois, l'arbre que t'as pas coupé, tu vois. Il est pour toi le tronc. Pareil en Allemagne, si on parle de l'Opel Corsa GSI, déjà l'Opel Corsa en règle générale elle a jamais été félicitée pour son châssis, et quand tu lui mets 100 chevaux à l'intérieur sous le capot, ça donne un peu une savonnette. Donc on évite, ou alors on exploite mais en douceur. Genre j'ai 100 chevaux mais je vais en utiliser que 50, tu vois. Gentil la cavalerie. Et puis au Japon, alors en un petit peu plus gros, et parmi les bons élèves, on a la très belle, moi que je trouve très belle, Honda Civic, 1,6 litre 16 ED7 en 87, et puis il y a eu les générations après qui sont vraiment excellentes dans les années 90, mais qui ont eu un peu le malheur de passer entre les mains d'apprentis sorciers de tuning, que ce soit dans les générations 80 ou 90. C'est des voitures qui avaient un très bon moteur hyper solide, donc du coup les préparateurs s'en sont donnés à cœur joie, et tu vois des Honda Civic bleu pailleté avec un aileron, avec la nitro, avec le truc, mais si tu veux en acheter une authentique aujourd'hui, c'est compliqué. Ça vient de Fast and Furious aussi. Entre autres. Parce qu'il y en avait beaucoup des Honda Civic dans le film. Oui. Alors ça vient d'avant, mais c'est vrai ça vient d'avant, mais ça a été entretenu par la mode de Fast and Furious, très clairement. Ouais. J'aime pas la Honda Civic. Tu n'aimes pas la forme? Je sais pas, ou le nom, je sais pas. Ah, Civic. C'est trop civilisé pour moi. Je sais pas. Il y a eu le même cas un peu pour la coupé CRX, qui est dans la même veine, très bon moteur, mais qui a été massacré par le tuning. Chez Toyota, il y a eu la Toyota Corolla GT i16 130 chevaux, 16 soupapes, belle finition, c'est une voiture sympa. Et puis en moins bon élève, mais ça va quand même, il y a eu la Nissan Sunny GTI 16V, qui est performante mais qui est pas hyper agile. Elle est un peu plus dans le style GT, donc grand tourisme, que vraiment sport. Voilà, il y a des performances, mais on s'amuse un petit peu moins avec. Et puis parmi les compacts, on pourrait rajouter la Peugeot 309 GTI 16, qui est encore plus puissante que la 205, parce qu'elle fait 160 chevaux.
Bon, malheureusement, qui n'a pas la même aura parce qu'une 309 GTI 16, en termes de look, c'est moins sympa qu'une 205. Donc finalement, avec les années, aujourd'hui la cote commence à se rattraper parce que toutes les 205 ont été achetées avec des prix inimaginables. Donc les gens se rabattent sur la 309. Et ils trouvent que c'est une bonne voiture parce que c'est une excellente voiture, effectivement. Il y a eu la Alpha 145 QV qui est bien, et puis la Ford Escort RS Turbo MK2, qui a malheureusement le même défaut que la petite sœur, la Fiesta, c'est-à-dire c'est manque de rigueur. Encore une fois, on a un châssis qui est pas fait pour encaisser ce nombre de chevaux, donc ça dérape, ça glisse, ça part facilement en vrille, et quand vous mettez ça dans la main des jeunes conducteurs, et ça fait des dégâts. Voilà. Dans les années 90, alors là j'ai un petit peu moins à vous dire parce que l'époque n'était plus la même, hein. On a fini de mettre des autocollants partout, on a fini les jeans baskets, là on est plutôt costard cravate, donc forcément la mode des GTI elle est un peu moins là, et d'ailleurs il y a des constructeurs comme Peugeot qui avaient fait sensation avec la 205 GTI qui abandonnent ce sigle là pour un autre sigle moins évocateur comme la XSI, puis la S16 pour la Peugeot 106 qui est une réussite, hein, parce qu'elle garde le châssis Peugeot et une certaine agilité, donc c'est une bonne voiture, mais il n'y a plus le sigle GTI. En face, on a la Citroën Saxo VTS, dont vous avez mis un petit aperçu sur l'affiche starter de ce soir, qui est la même voiture, hein. Clairement ce sont des cousines, c'est exactement les mêmes caisses. Chez Renault, on est passé à la Clio avec la 16S qui fait 140 chevaux, et puis on avait l'exclusive Williams qui fait seulement 10 chevaux de plus, 150 chevaux, mais qui a gardé un petit côté tuning avec le bleu et puis les jantes en or. Tu la connais, hein, celle-là, Virginie, la Clio Williams. Non, t'avais ce côté exclusif. Et pour la petite histoire, on en parlait hors antenne, en fait, pour faire la Clio Williams, elle serait pas sortie en fait comme ça de base, c'est juste qu'ils avaient envie d'engager les Clio en course, et il fallait que pour engager cette catégorie en course, il fallait faire des voitures de série. Donc ils ont produit un nombre limité de Clio Williams qui leur a permis d'être engagés ensuite dans cette catégorie en mode course, avec le même moteur. Voilà, bon, après dans l'esprit des années 90, on avait un peu le même esprit que dans les années 80, sauf qu'on sent que les voitures ont pris du poids, tu vois, c'est un peu le trentenaire, quoi. Il a pris du bide en 10 ans. Donc c'est le cas sur la Clio, mais si on regarde la Golf, hein, dont on parlait tout à l'heure, initiatrice du genre, dans les années 70, la Golf elle faisait 700 kilos. Dans les années 90, elle faisait plus une tonne, hein. Donc on rajoute des chevaux avec la Golf VR6 par exemple, V6 à l'intérieur d'une Golf, c'était chouette. Plus une GT, un peu un gros lourdeau, quoi, qui se déplace facilement, mais qui est moins agile. Et c'est un petit peu dommage. Dans les compacts, je reviens à Renault avec la R19 16S qui est globalement sympa sans être folle non plus, hein, voilà, parce qu'elle aussi elle a pris du poids. Il y a la 306 S16 chez Peugeot qui a signalé parce que c'est la première voiture française à être équipée d'une boîte 6, ça se faisait pas avant. Et sa cousine la ZX, on en avait parlé, la ZX 16S qui est pas mal en version 160 chevaux, elle a qu'une boîte 5, mais cela dit elle est aussi efficace, donc si vous avez l'occasion de vous en procurer une, c'est une voiture qui paye pas de mine, très clairement. Une ZX c'est voiture de papy, hein. Mais je la prends pas. Ouais, mais quand t'as 160 chevaux sous le capot et un excellent châssis, bah franchement c'est une très très bonne voiture. Ouais, j'imagine. C'est plus, ouais, ça c'est papy qui fait qui roule des mécaniques. Ah bah mamie elle est contente, hein. Elle a plus de cheveux mais elle est contente. D'ailleurs vous pouvez retrouver notre avis, il y a un podcast de l'année dernière où on avait parlé de la ZX Volcan et 16S dans le garage qu'on va se agrandir cette année avec le sujet de la Ford T dont on évoquera dans un instant. Mais avant, alors déjà une dernière des années 90 qui m'a marqué parce que je l'aimais beaucoup quand j'étais petit, c'est la Ford Sierra Cosworth 4x4 qui est 4 roues motrices, donc excellente adhérence à la route et 0 à 100 en 7 secondes, donc c'est vraiment pas mal. Ouais, franchement. J'aimais beaucoup cette voiture. En plus on peut stocker les enfants à l'arrière. Virginie il me regarde, stocker c'est pas vraiment le terme que j'aurais utilisé, hein. C'est-à-dire que s'ils sont un peu bruyants, tu peux les mettre à l'arrière. Ou dans le coffre, il faut encore moins de bruit. Jolan, t'avais les années 2000 et 2010 pour nous. Ouais, bon, elles ont été moins flamboyantes que les années 80-90, mais il y a quand même des belles voitures, je trouve,
dans ces années-là. On a notamment la Ford Focus ST 225. Qui est une excellente voiture de 225 chevaux, hein, comme le nom l'indique. C'est ça. Elle fait du 0 à 100 en 6 secondes 8. Donc c'est correct pour une petite C'est très voiture. correct, c'est vrai. Et vitesse de pointe 240 km/h. Ouais. Voilà. Et honnêtement, on vous la conseille. Alors c'est pareil, ça prend de la cote, hein, ces voitures-là. Ça prend j'ai pas les prix sous les yeux, mais ça prend énormément de cote. Après, pour le moment, le problème c'est un peu la rareté, mais 8-10 000 euros, vous arrivez à vous en sortir. Ah, voilà. Après, si vous voulez une voiture moins kilométrée, vous montez à 15 000. Alors, ensuite, on a la Mazda 3 MPS qui fait 2 litres. C'est 260 chevaux, tu m'as dit? Ouais, celle-là elle est excellente parce que quand on la voit, on n'imagine pas qu'il y a 260 chevaux sous le capot. Elle est toute petite, hein, mais. Elle est petite, mais surtout elle est discrète. C'est ça. T'as pas de gros ailerons. T'as pas l'impression qu'il y a 260 chevaux dessous. Et non, c'est la voiture de papa, et d'un seul coup, boum, au feu rouge, tu t'envoles quoi. Et elle fait du 0 à 100 en 6 secondes 1. 6 secondes 1, tu vois. Voilà. Ouais, alors, ça parce qu'elle est plus légère, je pense. Oh bah c'est surtout qu'elle est plus puissante. 260 chevaux au lieu de 225 pour la Focus remarque. ST. Ouais. Ensuite, on va passer aux années 2010. Donc, j'ai pris bien sûr la Golf de la génération 7 maintenant. Ah, la toute de dernière. Virginie. Non, c'est la 8, la dernière. Oui, l'avant-dernière, pardon, excusez-moi. Elle fait du 0 à 100 en 6 secondes 5, vitesse maximale 246 km/h. Là, j'ai le prix qui est de 30 000 euros. Ouais. En neuf, hein, bien sûr. Donc, qui ne se vend plus en neuf. Non, elle a été arrêtée, mais récemment. Hein. Ensuite, j'ai la Ford Focus RS qui fait de 0 à 100 en 4 secondes 7. Ah ouais, là c'est vraiment sportif. Là c'est très 7. sportif. Ouais. 350 chevaux, 5 portes et le prix de 40 000 euros. D'accord. Voilà. Ok. Non mais ça, donc c'est la dernière génération. La dernière génération, ouais. Ouais. Mais toutes les générations. Mais ça c'est plus. Tu peux rouler, c'est homologué pour la route, mais à mon avis c'est plus pour s'amuser sur piste. Ah bah si vous avez l'occasion d'aller sur circuit, forcément, parce que sur la route vous allez être vite bridé si vous voulez vous faire plaisir. Donc n'hésitez pas. C'est un truc à perdre son permis. Quoi. Voilà, on garde les 80 ou 90 km/h, mais par contre le week-end vous éclatez sur la piste. C'est ça. Et ça vaut le coup. On peut se faire plaisir facilement et à moindre coût quand même sur ce genre de voiture. On n'est pas dans des prix quand tu vois qu'il faut allonger quand même 40 000 euros pour avoir ça. Mais si tu veux 40 000 euros à l'échelle d'une voiture sportive, tu vois, tu compares avec. Elle fait quand même 4 secondes 7. Oui, tu compares avec une Ferrari par exemple qui est dans ces eaux-là, 3 secondes, 4 secondes. On n'est pas du tout sur les mêmes tarifs. Donc là, on peut quand même se faire plaisir. C'est vrai que ça reste des prix abordables pour les gens lambda comme nous, si je puis dire. Tout à fait. Starter, le garage. Bienvenue sur Starter dans Starter. Ah non, on change pas les habitudes d'une saison à l'autre, que voulez-vous. On parle ce soir bien entendu de moto et d'auto, et notamment de la première automobile qui a commencé l'ère industrielle de l'automobile aux États-Unis. Je parle bien sûr de la Ford T, aussi nommée Tin Lizzy. T'avais un autre nom aussi, Virginie, c'était la Ford T. La Ford T, voilà, évidemment, qui est apparue en 1908 dans les usines de Détroit, et c'est la voiture qui a permis à des millions d'Américains d'accéder à l'automobile. En fait, finalement, c'est un petit peu comme la 2 chevaux chez nous, sauf que nous, c'est arrivé 40 ans plus tard, mais c'est normal, on est en France. Voilà. En tout cas, c'est la même recette, c'est-à-dire qu'ils ont essayé de voir comment tirer les coups sur tous les plans pour rentrer dans une voiture abordable. Donc, c'est passé par un moteur qui est coulé en un seul bloc, ça fait moins de morceaux, sur un châssis en échelle, comme c'était le cas d'ailleurs sur toutes les voitures à l'époque, sauf que là c'est pareil, c'est en une seule partie, et puis un maximum de tôle, parce que oui, à l'époque les voitures étaient fabriquées majoritairement en bois, et le bois c'est lourd, ça coûte cher, et puis il faut surtout le traiter parce que sinon ça finit par gondoler, donc c'est pas très économique. Donc là on arrive à un petit engin qui fait 70 km/h en vitesse de pointe quand même. C'est pas mal pour l'époque. Qui boit 18 litres au 100 quand même pour l'époque. Non mais cela dit, on n'avait pas les mêmes rendements moteurs qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas les mêmes normes surtout. Non plus, sinon attention, émission de CO2, ça va pas. Et qui coûtait l'équivalent, si on met l'échelle d'aujourd'hui, 15 000 euros, ce qui est plutôt une voiture économique, ça se situe on va dire entre une Logan et une Clio aujourd'hui. Bon, certes il y a moins d'options qu'une Clio, très clairement, et puis il y a moins de couleurs aussi, puisque notre Ford T elle était proposée qu'en noir. Alors là vous allez me dire pourquoi noir, parce que c'est pas forcément la couleur la plus fun. Parce qu'ils avaient pas le choix surtout. Ils avaient pas le choix mais c'est surtout que c'était la couleur la moins chère. Ouais, et ça séchait plus vite. Et ça séchait plus vite. Moi ça m'a intrigué quand j'ai vu ça. Je sais pas pourquoi, mais ça séchait plus vite. Alors en fait c'est ça qui est à retenir, c'est que c'est véritablement l'astuce pour gagner du temps et dont on va vous parler ce soir, et c'est pour ça qu'on a choisi la Ford T. C'est pas tant les solutions techniques employées qui vont la rendre moins chère qu'une autre cette voiture, mais c'est surtout la méthode de fabrication
qui a été révolutionnaire. Ouais. Alors, c'est ce qu'on appelle le début du travail à la chaîne, du Fordisme, du Taylorisme. Alors, rien à voir avec la chanteuse Taylor Swift, hein, d'ailleurs, Taylorisme. Mais Virginie, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les contours du Fordisme, justement? Oui, on va réviser ensemble les grandes lignes des méthodes d'organisation du travail, ou OST. Donc le taylorisme, c'est une forme d'organisation scientifique du travail. Et le Fordisme, lui, est apparu plus tard, vers 1910, dans l'industrie automobile. Alors c'est une méthode qui va encore plus loin que le taylorisme, puisqu'elle va faire naître le travail à la chaîne. Donc l'idée du travail à la chaîne, c'est vraiment d'avoir des postes attitrés, où chaque personne a son poste à une seule tâche, et ces tâches, les personnes sont les unes à la suite des autres, et la voiture se construit petit à petit. Voilà, c'est une méthode qui est conçue pour augmenter la productivité et surveiller les travailleurs. Voilà. Et donc ça a été testé et mis en œuvre sur la Ford T. Alors pas au tout début, mais à partir, je crois, de 1912, où vraiment ils sont rentrés dans cette phase de l'ère industrielle de l'automobile, qui a été poursuivie par la suite, et finalement, en fait, aujourd'hui, on a les mêmes méthodes, mis à part que les machines ont remplacé les hommes, mais sinon, on est toujours sur ce principe de chaque machine a sa tâche, et on commence de rien, du châssis qui arrive, et on finit par une voiture toute neuve avec les options. C'est ça. Donc en fait, l'ouvrier doit suivre ses cadences, enfin la cadence, puisque il doit vraiment suivre la chaîne de production. Et pour compenser tout ça, Ford a une idée géniale, entre guillemets, puisqu'il va doubler les salaires à 5$. Ça représente 4,30 € la journée. D'accord, donc les salaires de base ou celui qui produit bien? Est-ce qu'il y a des avantages à celui qui produit plus? C'est 5$, si j'ai bien lu, c'était 5$ au salaire bas. Après, tu peux, effectivement, plus tu produisais, plus tu pouvais doubler. Et bon, après, malheureusement, le côté négatif de tout ça, c'est que tu es dans la répétitivité, etc. Il y a un film qui illustre très bien ça, c'est Les Temps modernes de Charlie Chaplin, où on voit le mec qui pète un câble à force parce que il en a marre de visser les mêmes vis toute la journée, de répéter le même geste. Ça fait mal au bras, et puis c'est surtout pas très intéressant, faut l'avouer. Donc le travail à la chaîne, bien sûr. Qui a été à la mode, on va dire qui existe évolué, toujours, mais qui jusque dans les années 60-70 c'est vraiment répandu dans tous les secteurs. Jolan, tu voulais rajouter quelque chose sur la Ford T ou sur le Fordisme? Non, on a fait le tour là-dessus, mais je voulais juste dire qu'elle a été surtout aussi élue la voiture la plus influente au XXe siècle, parce que c'est elle qui a exporté le principe du travail à la chaîne, donc c'était mondialisé ensuite par la suite. Et je peux vous dire aussi qu'elle a été vendue à 16 000 exemplaires dans le monde entier. 16 millions d'exemplaires. 16 millions, pardon. Ouais, d'exemplaires, donc c'est un chiffre assez conséquent. C'est conséquent aujourd'hui encore, et à l'époque c'était tout simplement exceptionnel, mais c'est véritablement la voiture qui a permis l'accession à l'automobile dans milliers de millions de foyers américains. Et elle a été construite jusqu'en 1927. En 1927 elle était complètement dépassée, mais voilà, elle a une carrière assez exceptionnelle, et on avait des Ford T qui se baladaient dans toute l'Amérique. Elle a très bien marché cette voiture. Exactement. Même Tintin l'a eu. Oui, Tintin, c'est vrai que dans l'illustration, c'est quoi? C'est Tintin au Congo? Tintin au Congo, ouais. Vous pouvez la voir dans la couverture de Tintin au Congo. Tout à l'heure, Virginie me montre la photo, mais je fais mais c'est Tintin, il y a quoi? J'avais pas tilté sur le moment, en fait. Mais on est dans Starter. Moi, j'avais pas tilté au début. C'est la voiture qui vous regardez. Starter, les brèves. On termine par les brèves dans Starter sur Indestar. Bien le bonsoir si vous venez d'arriver, si vous avez loupé le début de l'émission. Pas de soucis, vous avez les podcasts on qui sont termine par les disponibles. brèves, tu viens de dire? Ben oui, j'ai dit. Il n'y a pas le garage, hein? Mais le garage, on vient de le faire avec la Ford T. Merci de suivre, Jojo. On a changé cette année un petit peu l'ordre. Ça perturbe des tout choses. ce changement, désolé. Ben oui, je sais. Et on change de saison, donc on change aussi d'ordre des choses. On termine donc avec une brève chacun. Jojo, la tienne. Alors moi j'ai parlé, vous avez peut-être entendu parler récemment de la nouvelle série BMW. Laquelle? La BMW M4. M4. Et la M3 qui sont sortis en même temps. Les M, c'est les versions sportives de chez Exactement. BMW. D'ailleurs c'est la série 4 comme je le disais. Elle est plus grande que la précédente du coup. Et elle est au prix de 48 000 €. Donc ça reste cher. Ah bah oui, mais bon, c'est du M en même temps. Et c'est une voiture qui fait 374 chevaux. Voilà. C'est ce que BM attendait. Si vous avez le prix pour l'acheter, vous avez aussi le prix pour l'assurer, et puis pour remplir le réservoir. Exactement. N'est-ce pas? Très bien. Et donc 40 000 €, elle a 48 000. des particularités. Oui, 48 000, pardon. Prix de base, parce que j'imagine qu'il y a des options, tout ça. Ah oui, il y a des options. Ok.
Moi j'ai un autre modèle sportif. Et t'as le 0 à 100 ou t'as des performances? J'ai rien du tout, j'ai juste le prix. C'est dommage parce que j'aurais bien comparé J'ai pas trouvé les performances. performances, je suis désolé. Parce que moi je vais vous parler de la modèle Tesla Model S. Alors là vous allez me dire oui, oui. C'est une voiture qui date de 2012, pourquoi, qu'est-ce que ça fout dans les brèves? Eh bien parce que finalement elle évolue cette voiture en performance et pas qu'un peu. On connaît les prouesses de l'électrique en accélération, hein. Déjà Linda avec sa petite Smart, elle se prend pour une pilote de Formule 1. Ouais. Je lève le doigt, on voit, je sais pas si on verra la vidéo, mais il y a la Porsche Cayman aussi qui est sortie, qui est en électrique, qui est incroyable. Je sais pas si t'as vu la vidéo. Non, je l'ai pas vu. Mais les performances sont juste ouf. Ouais, mais c'est un gros 4x4, ça m'intéresse pas. C'est pas un 4x4. À Cayman, pas Cayman, je me suis trompé, je sais plus, mais c'est une Porsche. Non, mais t'as raison, c'est la Cayenne, le SUV. Non, c'est la Cayman, ouais, j'ai raison. Ouais, d'accord, du coup, c'est ça. Là, sur la Model S, ils ont changé les batteries et ils ont rajouté un moteur, donc c'est le 3e moteur électrique dessus. Alors pour seulement un chèque de 140 000 €. Non mais vous allez me dire, bon c'est beaucoup, ok. Mais cela dit, là vous avez une des voitures les plus performantes de tous les temps. À votre avis, elle fait combien de chevaux? tous les temps. Elle fait combien de chevaux? Ah, l'électrique c'est performant, donc en équivalent, parce que on peut pas. Est-ce que tu peux donner un quota, genre de chevaux? Ouais, entre 800 et 1200. Ah, quand même. Hein? Ouais. Tu te fous de ma gueule là. Elle fait 1100 chevaux. Enfin, l'équivalent de 1100 chevaux en thermique. Elle est presque aussi équivalente à la Bugatti Chiron. Exactement. Et ça Elle fait 320 km/h en vitesse de pointe, et à mon avis c'est limité. Et le plus impressionnant, c'est qu'elle passe de 0 à 100 en 1 seconde 9. Oh la vache. Imaginez, en moins de 2 secondes, vous passez de 0 à 100 km/h. Du coup, t'es liquéfié sur place. Ouais, tu te protégeais dans la tronche. Et c'est fou parce que c'est équivalent, je crois que c'est même mieux qu'une Bugatti Chiron, tu vois, pour le coup. Bah, pour le coup, ouais, tu m'as dit 1005 chevaux, c'est ça? Non, 1100 chevaux. 1100 chevaux. Ça, c'est moins parce que la Bugatti Chiron a fait 1500. Mais par contre, le 0 à 100 en moins de 2 secondes, je crois que la Bugatti Chiron fait dans les 2 secondes 3, 2 secondes 5, tu vois. 2 secondes 5, elle fait. Ouais, donc tu vois. un drive à retirer que t'es à la bourre. Ah bah non, mais là, t'es catapulté sur la planète Mars. C'est pour ça qu'ils envoient des Tesla dans l'espace, c'est pour ça. 400 mètres départ arrêté en moins de 9 secondes, ça c'est pareil, il n'y a pas mieux sur le marché, même à des prix encore bien plus exorbitants. Donc franchement, c'est une affaire. Et cerise sur le gâteau. Ouais. En plus, elle a une autonomie de 840 km, ce qui veut dire que tu vas pouvoir faire de longues routes dans une auto élégante. Ouais, enfin, si tu tapes dedans, à mon avis, l'électrique ça doit baisser aussi. Oh, bah forcément un petit peu, mais bon, disons que 840 km, même si tu fais 500 km, c'est déjà pas mal en autonomie. Ouais. Et puis surtout, tu peux mettre toute ta famille à l'intérieur. Oui, aussi, ouais. Bon, après, faut Voilà. que tu te branches à une borne avec la famille. Exactement. Et puis il faut brancher grand-mère aussi parce qu'elle va pas supporter les 1 seconde 9. Hein. Donc autant je suis pas voiture électrique, autant faire un essai d'une Model S qui fixe sur place comme ça. Ouais. Moi je veux bien, hein, si vous êtes futur propriétaire parce que vous pouvez la commander dès maintenant et que vous voulez nous en faire profiter, surtout n'hésitez pas. Ouais. Il est 20h58 les amis, c'est déjà la fin de Starter. On termine par vous rappeler le sondage qu'on va essayer de vous mettre sur le Facebook parce que Facebook ne répond pas. Mais promis dans les prochaines heures Facebook, vous elle l'aurez. cesse de fonctionner. Exactement, vous aurez toute la semaine pour y répondre. Quel est le sondage de la semaine, Virginie? Eh bien, pour ou contre le contrôle technique des 2 roues? D'accord. Eh bien, vous répondez à cette question. Êtes-vous favorable, êtes-vous défavorable à ce contrôle technique? Vous avez la semaine et puis on débriefe la semaine prochaine avec notamment un petit tour de table, histoire de dire et de voir ce que l'on en pense. Vos émissions préférées où vous le voulez, quand vous le voulez, avec les podcasts Indestar. Dispo sur indestar.fr et toutes les plateformes internet.